Partage de conseils, d'histoires et d'instants vécus en montagne. Bienvenue dans l'Appel des Cimes, le podcast signé Alpinecore. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Appel des Cimes. Et aujourd'hui, on va faire un épisode de débat et on va un peu faire une opposition entre le fait de dormir en refuge de montagne et de faire un bivouac. Donc voilà, je trouve que c'est un sujet super intéressant et on va aborder plein de choses ensemble. Bah carrément, ouais. Donc, Je prends juste une toute petite précision. ouais, dis-moi. On va parler surtout des refuges, des nuits en refuge gardés. C'est surtout ça qui nous intéresse Ouais, dans ce débat. On va pas parler des refuges hivernaux qui sont non gardés, etc. Là, c'est encore autre chose dont on parlera peut-être dans un autre podcast sur une autre fois. Voilà. effectivement. Première question, est-ce qu'il y a des conditions particulières pour choisir un type d'hébergement, que ce soit une météo un peu catastrophique, une fatigue extrême ou d'autres choses qui seraient Euh, importantes à prendre en compte? alors oui et non, en tout cas pour moi. C'est plus une question de préparation. En fait, si on fait, donc le principe de dormir en montagne, c'est qu'on prépare ce qu'on appelle une itinérance, c'est-à-dire le fait d'aller d'un point A à un point B qu'on pourrait pas faire en une journée. Heu et donc ça, le fait de vouloir passer comme ça d'un point A à un point B et donc de dormir au milieu, ça se prépare à l'avance et quelque part, le refuge, c'est un peu la solution cool si vous en avez un sur la route. C'est chouette de pouvoir en tenir compte. Est-ce que, Heu, le fait d'aller dans un refuge dépend des conditions météo. Bah, on va dire que si vous avez préparé votre sortie, les conditions météo, vous les avez entre guillemets «un petit peu anticipées». Donc c'est pas forcément le 1er facteur, le premier la 1er facteur de choix entre la tente et le refuge. Ça peut le devenir si vraiment vous vous faites avoir par la météo, voilà, mais c'est rarement le cas, en général. Pareil, quand on monte un bivouac, alors on ne doit pas le monter avant 19 h théoriquement. Maintenant, si vous êtes vraiment, vraiment crevé, vous allez chercher votre point, pour poser votre bivouac, bien avant 19 h. La réalité, c'est que bien avant, vous allez chercher l'endroit où vous allez vous poser. Heu, donc par rapport à la fatigue extrême, en général, vous gérez plutôt comme ça, en général. Mmh. Voilà. Ouais, puis j'ai l'impression que c'est plutôt, en tout cas pour le bivouac, c'est un projet, qui est anticipé, quoi. Enfin, forcément, tu dois prendre, tout ton matos avec, donc c'est pas un truc que tu décides, sur le tas, quoi. Après le refuge, je sais pas ce que t'en penses, mais je crois que ça se prépare aussi quand même. Ça se prépare aussi parce que la plupart du temps, on va vous demander de les réserver à l'avance, les refuges. Ouais, ouais. Alors ça peut arriver qu'il y ait de la place dans un refuge où vous vous rendez, qui est sur, voilà, une route, mais par exemple, si vous êtes sur un chemin qui est très fréquenté, typiquement si vous êtes, je sais pas, sur le GR10, le GR5 ou le GR20 en Corse, ben, c'est pas rare d'arriver sur des refuges qui sont déjà complets. Mmh. Donc, alors, a priori, si les encore une fois, les conditions météo sont, dramatiques dehors, le gardien va pas vous foutre dehors. À part peut-être sur le GR20 parce qu'ils sont réputés pour être filous, mais Mmh. ça pour le coup je connais pas assez pour savoir si c'est vrai ou pas. Hem, mais théoriquement voilà, le gardien du refuge va pas vous mettre dehors si les conditions, sont dangereuses pour vous en fait. Ouais. Maintenant, par principe, bah, le gardien de refuge, c'est comme n'importe qui, il préférera être prévenu, à l'avance, si vous décidez de passer la nuit, et puis surtout, le gardien de refuge, il va peut-être vous préparer un repas et donc ça aussi, il a besoin de le savoir à l'avance parce qu'il a pas des stocks illimités dans le refuge. Complètement. Est-ce que, la façon dont tu dors en montagne, change ta façon de vivre la montagne pour toi? Ah ouais, complètement. Complètement, complètement. Hem, alors ouais, quand on est en bivouac, on est vraiment, dans la nature. Alors déjà, ça change complètement sa façon d'entrevoir son parcours parce que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, un bivouac, heu, ça s'anticipe déjà, bon, bah, avant de partir, on se dit à peu près: «Voilà, je vais bivouaquer dans telle zone», mais ça s'anticipe le jour même. Au moment où on va chercher une zone idéale pour bivouaquer et hem et donc quand on cherche sa zone de bivouac, bah, ça veut dire qu'on va être attentif à la nature autour de nous, on va chercher des points précis. Moi, un bivouac, j'essaye parce que je bivouaque surtout l'été, hein, je bivouaque comme, tout le monde en saison estivale. En hiver, c'est beaucoup moins agréable.
Et donc, je vais essayer de trouver mon lieu de bivouac le plus tôt possible. C'est-à-dire que moi, je fais partie de ceux qui se lèvent tôt. De toute façon, en bivouac, vous n'avez pas le droit de rester après 9 h du matin, donc la question ne se pose pas. Je me lève en général bien avant ça. Je vais faire l'essentiel de ma marche dans la matinée. Et en général, dans l'après-midi, je vais commencer tout de suite à chercher l'endroit où je vais pouvoir me poser, où je vais pouvoir déposer la tente. Euh, Même si j'ai pas le droit de la déposer avant 19 h, le lieu, lui, je l'ai trouvé bien avant en général. Et donc ça me permet de le préparer, ça me permet, selon la zone, voilà, ça me permet donc de déterminer, l'endroit où je vais pouvoir dormir. Ça me permet pareil, de pouvoir créer aussi mon petit endroit pour la partie nourriture, la partie feu, la partie réchaud. C'est quand même mieux d'être sur une surface qui a été un petit peu travaillée à l'avance, parce que sinon, c'est un peu compliqué, vous ne posez pas votre réchaud dans les ronces, quoi. Mhm, Voilà. mhm. Donc en général, voilà, moi, mon lieu de bivouac, je le trouve un peu plus tôt. Je me pose, et voilà. Et puis je pose ma tente, ou pas d'ailleurs, parce que ça m'arrive de bivouaquer sans tente. D'ailleurs, moi, les meilleurs bivouacs que je passe quand je suis en solitaire, c'est plutôt en hamac. Ouais. Je trouve que voilà, moi, je dors mieux en hamac qu'en tente. Mhm. Voilà. Ouais. Est-ce que la tente, pour toi, c'est du coup plus de liberté ou plus de contraintes? Pour moi, c'est un peu les deux. C'est à la fois plus de liberté parce que, en fait, c'est plus de responsabilité. Ça dépend comment on entend le mot liberté. Si on parle de la liberté, j'ai pas envie d'entrer dans un truc au sens philosophique, mais dans l'idée, c'est ça, quoi. Si on parle vraiment de la liberté pure et dure, oui, oui, évidemment, la tente, ça vous rend beaucoup, beaucoup plus libre, euh, et donc beaucoup plus responsable de ce que vous faites. Encore une Mhm. fois, vous devez trouver l'endroit qui va correspondre, qui va être bien pour vous, pour que vous puissiez passer une bonne nuit, pour que vous dérangiez pas trop les animaux. Ouais, c'est ça. Ça va dans les deux sens, hein. Si vous C'est dérangez les aussi animaux, ils un vous endroit dérangent aussi, hein. autorisé, quoi. Pardon? Aussi un endroit autorisé. Oui, 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 bien sûr, mais ça, en général, on l'a prévu en avance. Si vous êtes, par exemple, si vous êtes dans une réserve, les endroits de bivouac, ils sont déjà donnés, en fait, dans les règlements des réserves. Et pareil pour les parcs naturels. Quand vous baladez dans un parc naturel, les lieux de bivouac sont déjà, enfin voilà, vous pouvez les consulter à Ouais, l'avance. ouais. Donc là, c'est Mais je pas vous pense qui que avez le c'est choix. important de le rappeler parce qu'il y a quand même de plus en plus Complètement, ouais. d'excès là-dessus. Il y a Ouais. beaucoup Ah bah de c'est sûr, si vous êtes bivouacs. dans une réserve naturelle ou dans un parc naturel, consultez le règlement. Enfin, tous les parcs et toutes les réserves ont des sites internet super bien foutus. Il faut les regarder là-dessus et vous saurez, quoi. C'est assez bien expliqué en général. Euh, donc voilà. Donc ouais, Donc plus de ça, ouais, plus de liberté. liberté, mais effectivement plus de contraintes en même temps, parce que encore une fois, on est vachement plus responsable et on se rend compte qu'en fait, même si on est plus libre, on pose pas sa tente n'importe où pour autant. Ouais. Il y a déjà des règles de confort, il y a des règles, encore une fois. Quand je dis qu'il faut pas déranger les animaux quand vous vous posez, alors déjà, c'est pour les animaux en eux-mêmes, on est d'accord, mais c'est aussi pour vous. Encore une fois, quand vous posez votre tente et que vous bougez un animal, partez du principe qu'un animal, c'est territorial pour la plupart des animaux. Moi, je reprends l'exemple, c'est débile, mais c'est un truc que j'ai posé mon hamac une fois dans une zone où il y avait des martres. Et donc voilà, donc ça, c'est des espèces de. Comment je pourrais dire ça? Ça ressemble un peu à des furets, quoi. Et ça, c'est assez territorial. Bon, alors, moi, je m'en suis pas rendu compte, je savais pas. En plus, c'est des animaux qui sont très discrets, donc on les voit pas. Donc là, pour le coup, je pouvais pas le savoir. J'ai posé mon hamac. Le lendemain, quand je me suis réveillé, la marthe m'avait laissé des petits cadeaux partout autour. Et comment dire, quand vous vous réveillez et que vous pouvez pas faire 2 pas sans marcher Dans la voilà. merde. Ouais, clairement, ouais. Disons que vous comprenez que là, c'était peut-être pas la meilleure solution, la Ouais, meilleure idée que ouais. vous ayez eue de vous poser là. Donc voilà, partez du principe qu'il y a des petits signes pour savoir où vous pouvez vous poser. Si vous voyez que par exemple il y a une sente juste à côté, et que c'est clairement pas un chemin emprunté par les humains, ça veut dire qu'il y a des animaux qui passent, c'est un lieu de passage. Foutez pas votre tente ici, quoi. Mhm. Ok. Tu parlais d'une petite anecdote. Est-ce que pour toi, tu as un moment que tu chéris quand tu pars en bivouac? Est-ce que pour toi, le meilleur moment, c'est le coucher de soleil, le silence, le réveil? Est-ce qu'il y a un truc que tu préfères plus que le reste? Ça dépend. Ça dépend si je suis seul ou accompagné en bivouac. Euh, Moi, quand je suis accompagné, je trouve que le meilleur moment, c'est le moment où, une fois que le camp a été posé, qu'on a tout fait, qu'on est posé, voilà, la tente, elle est montée, à l'intérieur, les duvets ont été placés, il y a les petits matelas, on est bien, on se pose et là, on va pouvoir dîner, Mhm. et on va se faire à bouffer. Et il y a un moment, à ce moment-là, moi, que je trouve qui est hyper agréable. En plus, quand c'est en été, ça tombe
assez rapidement au moment de la golden hour, il se passe quelque chose, quoi. C'est assez chouette. Moi, voilà, quand je suis accompagné, c'est souvent le meilleur moment. C'est le moment où on se pose pour dîner ensemble, voilà, et puis on sait qu'on va pouvoir aller se coucher tout de suite après. Ouais, Euh, je suis d'accord avec toi parce qu'il y a aussi souvent la journée de randonnée qu'on vient de s'enquiller aussi. ouais. Et t'es content d'aller te reposer un petit peu. Donc, ouais, je te Ah, rejoins un peu mais ouais, là-dessus. ouais, complètement. Moi, je garde en tête la phrase d'un ouais, d'un chef que j'ai eu quand j'étais dans la marine. Euh, et le gars avait une super façon de nous expliquer la ration de combat. Donc la ration de combat, la ration de campagne. Voilà, quand on est dans l'armée française, on a la chance d'avoir des rations de campagne qui sont assez bien fournies. Et je me souviens qu'il avait ouvert une boîte devant nous, il nous avait expliqué un peu tous les trucs. Il avait sorti la soupe lyophilisée. Et il a eu cette phrase que je trouve assez marrante parce que ça m'est resté, ça m'a marqué un peu. C'est vraiment, il explique, voilà, cette soupe-là, vous allez voir, c'est le truc que vous prenez le soir, juste avant ou juste après votre dîner. Parce que quand vous avez passé une journée à marcher, dans des conditions qui sont pas forcément chouettes, parce que même si on adore la montagne, c'est physique. Vous êtes mouillé, que vous le vouliez ou non, vous avez transpiré, vous avez trempé vos fringues. Des fois, le temps, il n'est pas avec vous. Des fois, vous êtes trempé, etc. Bref, vous arrivez à ce moment-là, eh ben, cette petite soupe chaude, elle est très appréciable. J'adore. Ouais. Bah oui. Et il y a vraiment ce côté-là où je trouve que ouais, la petite soupe du soir, elle est particulièrement appréciable. Mhm. Voilà. Je Même suis si c'est bien une soupe d'accord. lyophilisée, il y en a plein qui vont pas la trouver bonne et je suis assez d'accord que c'est peut-être pas ouais, c'est pas de la grande gastronomie, mais en vrai, ça fait tellement de bien, c'est trop Ouais, cool. ouais, ouais. Ben, ouais, moi je trouve que le coucher de soleil aussi, c'est vrai que c'est. En fait, j'ai en tête là un bivouac qu'on avait fait Ouais, je crois que je sais où c'est. près du refuge de Plan Glacier d'ailleurs, où on est allé Mhm. juste prendre le petit déjeuner le lendemain. C'était Ouais. vraiment merveilleux, ce petit moment. Et en fait, on a eu la chance au moment de se coucher. J'allais refermer les zips de la tente pour qu'on dorme. Et là, je vois un spectacle devant moi. On a eu droit à des bouquetins qui Ouais, étaient de passage, et voilà. c'était super. Puis ils étaient vraiment à Avec un, côté en plus, hein. ouais, Il y et en a un, un il était coucher de littéralement à soleil 2 de mètres de la tente, malade. quoi. Ouais. Donc, ouais. C'est vrai que c'est quand même des trucs, des moments particuliers que tu peux pas vivre ailleurs, quoi, selon moi. Ouais, ouais. Et puis c'est vraiment, ouais. Ouais, ouais. Et la sensation d'être un peu seul, seul au monde, Mm. enfin, ou accompagné en tout cas. Ouais, je suis d'accord. Ah non, mais Ouais. c'est ça. Et alors, justement, c'est bien que ça me permet de rebondir. Quand je suis tout seul en bivouac, pour le coup, et ben, paradoxalement, le moment que je préférais, c'est le moment du réveil quand le jour arrive. Mhm. Parce que quand vous dormez tout seul en pleine nature, euh, on est vraiment des animaux diurnes, nous, les humains. On n'est pas des animaux nocturnes. Et le moment de dormir en pleine nature, c'est jamais un moment très facile, je trouve. Ça me permet de revenir sur les bivouacs que je fais en hamac notamment. En hamac, moi, je dors beaucoup mieux qu'en tente. Et donc, ça m'est arrivé. Enfin, en tente, en gros, je suis rarement réveillé après 6 heures. Je dors pas forcément très bien. C'est pas toujours le confort le plus grand, etc. Mais en hamac, ça m'est déjà arrivé à 8h30 de me dire waouh, j'ai dormi d'une traite toute la nuit, je me suis rendu compte de rien. Et vraiment d'avoir passé une de mes meilleures nuits, quoi. Ouais, bah justement, j'allais dire, est-ce que le fait de dormir en tente a changé ton rapport au confort? Ouais. Ah ouais, ouais, clairement, ouais. C'est un truc. En fait, moi, je me rends compte que j'aime bien. Alors, moi, j'aime bien la difficulté. J'aime bien l'adversité. J'aime bien quand les choses sont physiquement dures ou que c'est pas hyper. Voilà, qu'il y a de la difficulté, en fait. Je trouve que ça donne de la valeur à plein de trucs. Enfin, c'est voilà, j'ai le goût du moment difficile. Mhm. Euh, Parce que je trouve que ça donne une autre saveur à l'accomplissement, mais aussi parce que le moment difficile en lui-même peut être vraiment quelque chose de chouette. Et, euh, Et je trouve que ouais, l'absence de confort qu'on entend, le fait de pas bien dormir. Alors, pareil, pas bien dormir, ça dépend des gens. Il y a des gens qui dorment très très bien là-dessus, hein. Voilà, moi, je dors pas hyper bien en tente, mais voilà, je suis pas Ouais, ouais. forcément, voilà, je suis pas C'est vrai que forcément la selon majorité des gens. l'équipement, on peut être royal dans Ah ouais, certaines ouais, tentes. clairement, ouais, il y a des Mm. tentes. Ouais, ouais. C'est du glamping. C'est ça.
Et en fait, ouais, moi, il y a vraiment ce côté où j'adore ça. J'adore le fait de sortir de chez moi pour aller vraiment plusieurs jours en extérieur. Et du coup, bah, le moment où je rentre chez moi, où j'arrive, où je rentre dans un espace qui est protégé, qui est à l'abri du vent, qui est chaud, bah, ça n'a pas du tout la même saveur. Et donc, ouais, ça change complètement mon rapport là-dessus. C'est-à-dire qu'après, un truc débile, mais le simple fait de se coucher dans un lit qui est Ouais. chaud, qui est pas humide, avec une couette qui va pas faire de bruit de plastique quand vous Mhm. bougez, voilà. Un vrai oreiller. Ah ouais, ça c'est Mhm. un truc, c'est tellement sous-coté Ouais, les en fait, oreillers. on reprend goût aux petites choses qu'on a un peu Ouais, oubliées, complètement, quoi. ouais. Enfin, Mm, qu'on a un peu automatisé. Ouais, c'est c'est ça. clair. Mhm. Et bah ouais, je trouve que ce moment-là, le moment où j'arrive, chez moi d'un seul coup, bah, tout a une autre saveur, quoi. Je suis d'accord. Et est-ce qu'il y a un truc qu'on oublie toujours de prendre quand on fait du bivouac? Un oreiller. Un oreiller. Mais vraiment, Mais je le c'est dis. lourd un oreiller si tu L'oreiller, veux c'est. prendre. Alors ouais, mais tu peux le fabriquer en fait. Il y a plein de choses. Ok. Parce que C'est quoi ton tips là-dessus? pour fabriquer un oreiller, Ouais. alors la plupart du temps, quand vous allez dormir en extérieur, vous prenez un duvet, un sac de couchage, d'accord? Mhm. Et ce sac de couchage est contenu dans une petite poche, dans un autre sac. Et ben vous prenez ce sac et vous allez le blinder avec tous vos vêtements. Vous allez mettre tous les vêtements que vous pouvez dedans et ça va vous faire un oreiller super. C'est vachement chouette, c'est hyper confortable, tout ça. Alors attention, hein, moi je vous conseille de retourner la poche parce que souvent les extérieurs de poche de sacs de couchage, vous savez, vous avez des lanières dessus pour pouvoir le compresser. Mm. Donc vous retournez la poche de façon à pas avoir les lanières. Vous blindez cette poche pour mettre en fait tout ce que vous pouvez de souple dedans. Évidemment, si vous commencez à y mettre des trucs solides, bah, vous n'allez pas passer la meilleure nuit de votre vie. Et ensuite, vous mettez ça dans les oreilles de votre sac. Euh, Normalement, un sac de couchage, il y a toujours une espèce d'oreille pour que vous puissiez poser la tête et enfermer pour n'avoir que le visage qui sort. Et donc, vous mettez ça là-dedans, vous le coincez et en général, ça marche assez bien. Ouais. Et après, il y a d'autres solutions encore qui existent. Il y a des matelas avec des oreillers intégrés. J'ai pas d'avis là-dessus. Parce que je sais pas du tout ce que ça vaut, vraiment très Mhm. sincèrement là-dessus. Il y a maintenant des matelas extrêmement bien avec des oreillers qui sont fixés dessus. Et là, pour le coup, c'est vraiment un oreiller, mais qui reste fixé au matelas. Parce que pareil, si vous bougez dans la nuit, pour peu que vous ayez le sommeil un peu agité, bah, l'oreiller il part dans tous les sens, vous le retrouvez jamais. Enfin voilà. Et ça, ouais, c'est un truc. Alors, ça a l'air de rien, parce que je suis en train de m'exciter depuis tout à l'heure sur un oreiller. Je vous promets qu'un oreiller, ça change la position dans laquelle vous dormez, et ça change la position de votre colonne vertébrale et donc de votre dos. Mhm. Et ça peut tout changer sur une nuit. Ouais. Et puis, du coup, sur votre état au réveil le lendemain. Ah ouais, vous n'allez pas passer la même, vous allez pas passer Ouais. la même journée, c'est sûr. Parce que si vous faites une itinérance où il y a plusieurs bivouacs d'affilée et tout, ça peut jouer sur le long terme, en fait, Ouais. le manque de confort dont on parlait, C'est ça, justement. ça peut jouer sur votre morale, du coup, ça peut jouer sur votre relation avec les autres. Et- Et flinguer. Ah ouais, moi je vous conseille de. Soyez pas Un le voyage râleur, entier. soyez pas le râleur en trek. Vraiment, soyez pas ce mec-là. Ok, bon, on a fait pas mal le tour sur les tentes, mais on y reviendra aussi par la suite. En tout cas, pour les refuges, qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans les refuges? Là, c'est pareil. Je pense que ça dépend beaucoup des refuges. En fait, chaque refuge est différent. Donc, dans chaque refuge, vous pouvez vivre. Alors, je ne vais pas rentrer dans un délire comment dire. Je pourrais pas rentrer dans un délire un peu perché, mais en gros, l'aventure humaine que vous allez vivre, elle n'est pas la même dans un refuge. Vous allez arriver, le gardien du refuge, ou les gardiens, parce que des fois, ça arrive que ce soit des familles entières, déjà, bah, chaque gardien, entre guillemets, va avoir quelque chose de différent à vous apporter. Je peux prendre dans la région où on est, par exemple, vous avez le refuge de la Mandoche, et je crois que le gardien, c'est un ancien cuisinier, il me semble. Alors, je peux me tromper, mais il me semble qu'ils avaient dit ça la dernière fois que j'y étais allé. Ok. Du coup, on y mange assez bien dans ce refuge. C'est assez chouette. Si vous allez par exemple au refuge Trezo Alpini du côté du Tabor, c'est assez drôle parce que c'est un refuge tenu par des Italiens, mais en France. Ok. Et donc là, les refuges italiens en général, on y mange très bien aussi. C'est hyper intéressant. Tu m'étonnes. Ouais, c'est assez cool. Voilà, donc chaque refuge a un petit peu une identité. Si vous allez au refuge de Plan Glacier, c'est un peu notre préféré celui-là parce qu'il y a une espèce d'ambiance qui est géniale. Alors, Ouais. c'est un tout petit refuge, il y a je crois 8 places pour dormir. C'est très chaleureux, quoi. C'est hyper chaleureux. Le gardien en lui-même, déjà, c'est un gars qui est assez cool. Mais si vous avez de la chance, vous allez peut-être le croiser un jour où il y a sa famille qui est venue le voir parce que c'est des gens qui sont assez chouettes là-dessus. Et du coup, vous pouvez passer des fois un très très bon moment
Bah, nous, on allait, voilà, encore une fois, la fois qu'on allait prendre un petit déj là-bas, c'était quand même vraiment très, très chouette, quoi. Ouais, à fond. C'était vraiment cool. Et puis ça se mérite un peu parce qu'il faut, ouais, il y a 1700 mètres d'ascension pour aller le chercher. Donc quand vous y arrivez pour prendre le petit déj le matin, en général c'est que vous avez bivouaqué avant, ça les fait un peu marrer, quoi. Mmh. C'est des montagnards, quoi. Ils aiment bien ça. Ouais, ouais, Et ça c'est ouais. chouette. Il y a des C'est refuges, vrai voilà. que, bah, à mon avis, tout dépend, ouais, des refuges et des jours aussi. Il y a Ouais, peut-être, des journées où les gens sont aussi peut-être moins motivés parce que, bah, tu bien vas en sûr. parler, mais je pense que les gardiens de refuge sont pas particulièrement payés pour ce qu'ils font. Alors ils sont payés, enfin ils sont payés, ils se payent eux-mêmes en fait. C'est-à-dire que en fait il y a plusieurs types de refuges. Il y a des refuges qui appartiennent au club alpin, d'accord? C'est la OK. majorité des refuges. Parce que ce sont les clubs alpins qui ont créé les premiers refuges. Donc voilà, donc encore aujourd'hui, je sais plus, mais c'est peut-être 50 ou 60 des refuges qui appartiennent encore au club alpin. Et puis ensuite, vous avez des refuges qui appartiennent à des communes, des refuges qui appartiennent à des compagnies. Par exemple, dans le Mont Blanc, il y a deux compagnies, il y a deux refuges qui sont tenus par la compagnie des guides de Chamonix. OK. Donc bah voilà. C'est Et en fait, à chaque fois, en fait, c'est un système légèrement différent. Par exemple, pour les refuges, moi, ceux que je connais le plus, c'est les refuges tenus par les clubs alpins. Là, le fonctionnement est très simple. La nuit, quand vous payez, en fait, la nuit, vous payez votre nuitée, ce prix-là va au club alpin et tout ce que vous allez prendre en extra, la nourriture, l'eau, ça peut être, je sais pas moi, si vous prenez je sais pas, un petit tanka, si vous leur commandez un pique-nique pour le lendemain, si vous leur Mmh. prenez, je sais pas moi, une barre de céréales, un truc comme ça, bah, tout ce que vous achetez à ce moment-là, ça va au gardien du refuge. Donc moi, enfin voilà, si je peux vous donner un conseil, voilà, consommez un petit peu quand vous allez dans un refuge. C'est toujours chouette de filer comment dire, un billet au gardien parce que bah, lui, il gagne sa vie comme ça en fait. OK. Voilà. Et pour savoir si un refuge est CAF ou pas, bah, c'est pareil, vous vous connectez sur internet, vous allez voir si vous êtes renvoyé sur le site du club alpin. OK, ouais, ouais. Et ouais, c'est pareil, même là-dedans, je trouve qu'il y a 2 types de refuges différents. Vous avez les refuges, on va dire, typés randonnée pure, qui en général sont soit sur des itinéraires très fréquentés, soit dans des zones qui sont plus ou moins faciles d'accès. Et donc là, vous allez avoir des gardiens qui sont habitués à avoir des randonneurs et vous avez des randonneurs, du coup, dans ces refuges-là. Ça a, plusieurs avantages et plusieurs inconvénients. Les avantages, c'est que, bah, les gens sont hyper habitués à venir vous encadrer. Ils sont peut-être un peu moins stressés avec vos heures d'arrivée. Heu, Ils sont moins stressés, ça ne veut pas dire que vous avez le droit d'arriver en retard, hein. Enfin, en Ah tout ouais, cas, pas ouais. sans les prévenir, voilà. Encore une fois, le gardien du refuge part du principe qu'un refuge, c'est pas un hôtel. Heu, quand vous réservez, vous indiquez l'heure à laquelle vous pensez arriver. Et c'est important que le gardien sache parce que, si jamais vous n'arrivez pas à l'heure, lui, il peut partir du principe que vous étiez peut-être en train de faire une rando. Vous lui avez indiqué, de là d'où vous veniez et donc, bah, si vous n'êtes pas arrivé à la bonne heure, il va s'inquiéter, il va peut-être déclencher les secours pour vous. Donc on prévient son gardien, on réserve, on lui dit d'où on part et quand est-ce qu'on arrive et voilà et ensuite on essaie de pas arriver en retard. Ça peut arriver, hein. Nous les premiers, ça nous est déjà arrivé d'être en retard, à un refuge. Mmh. C'est jamais une très bonne expérience parce que même si les gardiens sont super cool, bah, vous voyez bien que vous leur niquez leur journée, quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'il faut aussi penser que le service du repas du soir, c'est comme tu l'as dit, c'est pas un hôtel, c'est pas un restaurant, donc il y a pas un service, en continu Mmh. et il y a, une heure bien précise pour que tout le monde mange ensemble. Donc en fait, s'il y en a un qui est en retard, bah, ça Ça peut peut tout tout, décaler, ouais. décaler, ouais et quand tu dis, «Faut pas arriver en retard», c'est quoi être en retard du coup? Bah, c'est normalement, vous devez être présent avant l'heure du dîner. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, bah, ça dépend de chaque refuge. Il y a des refuges qui vont servir à 18h30. Il y a Mmh. des refuges qui vont servir à 19h30. Il y a des refuges qui font 2 services, quand c'est vraiment des très gros refuges qui sont sur des lieux très empruntés et c'est là que c'est intéressant justement c'est ce que je disais, il y a vraiment 2 types de refuges. Il y a les refuges donc vraiment de randonneurs, heu, qui ont leurs avantages et leurs inconvénients. Donc on a parlé de certains avantages. Dans les inconvénients, par exemple, le randonneur est pas la personne la mieux éduquée à la montagne. Mmh. Et puis vous avez le deuxième type de refuge, les refuges d'alpinisme. Et alors là, c'est pas la même. Déjà là, le retard n'existe pas parce que, bah, en général, en alpi, vous savez que vous n'arriverez pas en retard. Voilà. Le gardien est à la fois beaucoup plus cool et beaucoup plus strict, souvent. C'est-à-dire que là, pour le coup, les gars sont adorables parce que Mmh. c'est des montagnards et ils savent ce que vous allez faire. Souvent, c'est les meilleurs connaisseurs de la zone dans laquelle vous allez être. Heu, c'est assez incroyable. Ils sont, donc encore une fois très accueillants, très gentils, tout ça.
Et puis surtout, ils vont être beaucoup plus compréhensifs de vos horaires. C'est-à-dire qu'un refuge d'alpinisme, c'est assez rare de quitter le refuge après 6 heures du matin. Enfin voilà, je peux donner 2 exemples. Le refuge des conscrits qui permet d'aller faire les dômes de Miage. En général, le départ commun, c'est 4 heures du matin. C'est-à-dire que tout le monde à 4 heures du matin quitte le refuge. Ouais, c'est ça, il y a plus personne après. Voilà, c'est ça. Donc votre Il y a petit pas de déjeuner, grasse il est mat. sur la table à la bonne heure, etc. Donc vous n'arrivez pas en retard le soir parce que les gardiens des refuges, eux, ils doivent tout avoir préparé pour quand vous allez descendre à 4 heures du Ouais, matin. c'est ce que j'allais dire, mais Mm. c'est valable aussi pour les refuges de randonneurs, hein. C'est pas la même chose. Si vous partez très tôt, les refuges de randonneurs, en général, ils font un service vers 7-8 heures du matin. Ok. Et donc là, c'est plus rare de vous... Enfin, quand vous vous levez plus tôt, parce que moi, c'est vrai que je me lève très tôt, même en refuge, quand je pars, quand j'annonce que je vais partir vers 5 heures du matin, il prépare mon petit-déj à l'avance, mais je le croise jamais, le gardien du refuge, Ouais. le matin quand je pars. Alors que dans un refuge d'alpinisme, je peux le croiser, le gardien, c'est pas rare, quoi. Euh, donc voilà. Et puis, c'est pas la même ambiance du tout, parce que pour le coup, bah pareil, l'alpiniste est un tout petit peu plus conscient des règles de montagne que le randonneur. Mhm. Donc par exemple, j'ai jamais vu un alpiniste vous mettre sa frontale dans la figure parce qu'il est allé aux toilettes à 2 heures du matin. Ah oui, oui. Ouais, bah ça, c'est. J'allais dire, est-ce que il y a des grandes joies comme ça du Ouais, refuge je me doutais bien dont qu'on allait y arriver. tu veux parler? Ouais. Alors il y a des refuges. Bon, je veux pas vous citer tous les refuges, etc. Parce que puis ça dépend de plein de choses, comme tu dis. Ça dépend aussi du mood, de l'état. Enfin, le mec, Mhm. il est humain aussi, hein, donc voilà. Mais il y a des refuges, surtout sur les zones très très fréquentées. Vous allez rencontrer des gens qui peuvent être merveilleux, puis vous allez aussi rencontrer des gens qui n'ont pas l'éducation montagnarde, en fait, tout simplement, qui n'ont pas cette présence d'esprit-là, en fait. Il y a des gens qui vont faire un bout du GR5 parce que c'est la traversée des Alpes, et puis c'est leur première rando, donc ils découvrent tout. Et c'est pas grave en soi, mais du coup, ça veut dire que vous avez des gens dans les refuges qui vont pas forcément avoir des comportements hyper cool pour l'ensemble du groupe. Ouais, hyper adapté parce que juste ils connaissent pas Ils spécialement connaissent pas spécialement, voilà. et c'est on apprend sur le tas des Ouais. fois, mais c'est vrai Et que. c'est pas toujours les jeunes, hein. Il y a des gens qui se réveillent à n'importe quel âge pour aller faire de la montagne, hein. C'est un truc. Donc par exemple, voilà, moi je me souviens de 2 cas précis où vraiment, ouais, le gars qui se lève encore une fois pour aller aux toilettes à 2 heures du matin, qui prend sa frontale, qui l'allume avec la lumière blanche. Mm. Normalement, sur toutes vos frontales, vous avez 2 lumières, une lumière blanche et une lumière rouge. La lumière rouge, elle a l'avantage de ne pas réduire la taille de vos pupilles, et donc de vous garder vos yeux ouverts de nuit. Voilà, de vous garder vos yeux, on va dire, avec l'acuité maximum. Donc ça, c'est assez cool. Et ça éclaire faiblement, ce qui veut dire que ça ne dérange pas les autres. Donc, c'est le principe quand vous êtes en refuge. Si vous devez sortir avec une frontale, vous sortez avec votre lumière rouge. Ouais. Vous y verrez peut-être un tout petit peu moins bien au début, mais la vérité, c'est que ça vous suffira largement pour aller aux toilettes, et ce sera quand même vachement moins dérangeant. C'est pareil, on essaie de se déplacer discrètement, on shoote pas dans les affaires ou dans les lits des gens, On claque pas les portes. on claque pas les portes. Enfin voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Vous êtes en dortoir en refuge. Ouais. Et bah ça, par exemple, dans un refuge d'alpinisme, aucun problème. Vous aurez jamais de souci là-dessus. Le gars est éduqué. Dans un refuge de randonnée, c'est pas toujours le cas. Ok. Vous rencontrez des gens qui n'ont pas forcément cette. Et puis après, il y a un autre truc aussi, c'est le ronfleur. Le ronfleur, ça en dortoir. Et alors, je dis ça, c'est aucun jugement de ma part. Parce qu'il me semble que ça m'arrive aussi. Et ça, c'est la responsabilité de chaque utilisateur d'un refuge de partir avec ses boules qui est. Ouais. Parce que, oui, vous allez être dérangé. C'est une Mhm. évidence. Ça, pour le Bah, coup, c'est... ouais, après, c'est le principe d'un dortoir. Forcément, on dort tous ensemble. Il y a forcément des dérangements, quoi. C'est assez improbable que ce soit une nuit parfaite sans aucun bruit, sans. Voilà, enfin, bon, on fait un peu comme on peut aussi, mais comme tu le dis, les boules qui Ouais, c'est bien d'y penser si c'est quelque chose qui vous dérange, en tout cas. c'est ça. Donc voilà, donc paradoxalement, un refuge, ça peut être à la fois plus et moins confortable qu'un bivouac. Ça dépend Ouais. vraiment de vous et de votre façon de vivre les choses. Voilà. C'est vrai. Mm. Est-ce qu'il y a du positif? Est-ce qu'il y a un plaisir ultime que tu adores avoir quand tu vas au Ouais. refuge? Il Il y a plusieurs trucs en refuge. D'abord, il y a encore une fois, quand vous avez la chance d'avoir un gardien de refuge qui est cool, faut comprendre qu'encore une fois, les gardiens de refuge, ils connaissent très très bien les zones dans lesquelles ils sont. Donc, discuter avec le gardien de votre refuge,
si vous n'arrivez pas trop tard, c'est un bon moyen de savoir exactement, d'avoir plein de petits tips sur la rando que vous allez faire le lendemain ou sur l'ascension que vous allez préparer. Heu, voilà, moi je Les me souviens encore conditions une fois ouais, c'est météo. ça. Mhm. Par exemple, refuge des conscrits, il indique tout de suite, je me souviens que le soir, il était venu, il nous a dit: «Alors voilà, pour la traversée du glacier, vous allez faire comme ça. Pensez à bien longer à tel endroit pour éviter les crevasses, à tel endroit». Voilà, le mec connaît extrêmement bien. Pareil pour le refuge des cosmiques, les gars, ils connaissent extrêmement bien les arêtes, qui se trouvent juste à côté. Ils peuvent vous indiquer les bons chemins, vous dire surtout, en gros, le temps qu'il va vous falloir pour aller d'un point A à un point B, approximativement évidemment, ça dépend Mhm. de chaque personne, mais voilà, c'est super, ça c'est des super trucs. Il y a un autre truc aussi, c'est que quand vous avez la chance d'être dans un refuge où le gardien est un bon cuisinier, vous passez un super Ouais, moment. ouais, ouais. C'est un moment à table en fait où c'est hyper convivial, donc vous allez discuter avec plein de gens, vous allez rencontrer des gens qui peuvent être super, parce que je me suis beaucoup plaint là des gens qui n'ont pas forcément l'éducation, mais la réalité c'est qu'il y en a aussi énormément qui sont super Ouais, ouais. Bah, et c'est avec qui même vous beaucoup allez... plus Ouais, le cas, ouais. oui, voilà. C'est Mhm. vrai que la majorité des gens que vous allez rencontrer sont des gens super chouettes, avec qui vous allez pouvoir échanger, avec qui vous allez pouvoir discuter de plein de choses. Voilà, ça, c'est assez cool, hein. Donc, ouais, moi je trouve que le moment où on se pose à table dans un refuge, mais de toute façon tout passe par l'estomac, hein. Le moment où on se pose à table dans un refuge, il est assez génial, quoi. Ouais, Il y a ouais, vraiment un ouais. super truc. Et même le moment où tu vas dormir aussi, hein, je trouve. Je trouve ça Ouais, chouette même de tout faire tôt. Tout le monde va se coucher très tôt parce que, ben, en général, ils repartent assez tôt aussi, tu vois. Donc, ouais, puis il dans y un a. refuge, t'as pas tellement la possibilité de... À moins que voilà, tu aies une bonne ambiance et que tout le monde sorte les jeux de cartes, ce qui arrive, hein, mais c'est pas Mhm. non plus tout le temps. La vérité, c'est que après le dîner, t'as plus grand-chose à faire, quoi. Ouais, ouais, ouais. Je veux dire, voilà, t'as dîné, t'as payé ta nuit, voilà. Tu vas te coucher, quoi, parce que Ouais, tu c'est vas ça. faire quoi? Tu vas pas aller regarder la télé? Ça, c'est tellement cool. Ouais, 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 Ouais. clairement. Bah, justement, sur ce. Tu parlais de rencontres euh, entre les refuges ou les tentes. Est-ce que c'est aussi un choix sur le type de rencontre qu'on veut faire quand on part Ouais, carrément. en randonnée? Qu'est-ce que t'en penses? Bah, ouais, ouais, carrément. Alors, c'est pareil. Quand tu es en tente, déjà, tu pas toujours avec des gens, hein. Si tu plantes ta tente, tu peux la planter dans des zones qui vont être fréquentées, mais tu peux aussi, la planter, la plupart du temps, c'est ce qui va arriver, dans des zones, qui sont en général pas hyper fréquentées, où tu es un peu tout seul. Donc ça, c'est un premier point. Mais le point, effectivement, quand tu te poses dans un endroit où il y a plein d'autres tentes, où tu vas rencontrer des gens, l'ambiance, elle est super chouette aussi parce que justement, vous partagez pas la même chose. Heu, bah, encore une fois, moi l'endroit où j'ai eu les meilleurs échanges avec des gens, où j'ai vraiment passé des soirées à discuter jusqu'à pas d'heure et cetera, c'était, sur des zones de bivouac et pas sur des zones, pas dans un refuge. Ah ouais, ok. Ouais, ouais, moi je me souviens notamment d'un bivouac, sur la Tournette, donc c'est un sommet qui est au-dessus d'Annecy, là, de l'autre côté du lac. C'est le plus haut sommet du massif d'Annecy et en fait, quand vous montez, on va dire par la voie normale, c'est-à-dire par Talloires, il y a l'ancien refuge, qui est fermé et donc en fait, c'est devenu une zone de bivouac et c'est assez rigolo parce que c'est vraiment très falaise cet endroit, ça fait vraiment des voilà et la zone de bivouac, c'est un renfoncement dans la falaise, et donc là, tout le monde va poser sa tente à cet endroit-là, tout le monde s'installe là, c'est assez chouette et moi, j'y suis allé plusieurs fois et à chaque fois, j'ai rencontré des gens assez cool. Et la dernière fois que j'y suis allé, alors en plus, j'étais monté avec le chien, c'était assez rigolo. Dormir en tente avec le chien, c'est une expérience. Et en fait, Ouais. le chien arrive et d'un seul coup, on va dire que c'est un formidable moment parce que vous avez les gens qui vont trouver ça super. Les gens qui vont pas forcément apprécier, donc ceux-là, vous allez pas trop les croiser, faut pas les embêter. Mais les gens qui vont vraiment, qui vont aimer ça, en fait, c'est super. Vous allez passer un très bon moment avec eux. Vous allez pouvoir discuter de plein de choses. Euh, donc voilà, moi, c'était assez cool là-dessus, mais il y a plein d'autres choses, hein. Donc en tout cas, sur cette fois-là, je me souviens que j'étais arrivé, il y avait deux charpentiers qui venaient de finir leur apprentissage. Donc les mecs étaient montés avec un fût entier. Ah ouais. Ouais, ouais, donc faut imaginer, ils se sont tapés 900 mètres de dénivelé pour monter un fût de bière, avec une tireuse. Et moi, je montais, j'avais mon chien et trois pauvres cookies. Et bah, j'ai réussi à leur échanger des cookies contre une ou deux bières et c'était super chouette. Ok. Ouais. Ouais, donc c'est vrai qu'il y a des rencontres aussi en bivouac, mais je trouve que c'est quand même plus rare de faire des rencontres en bivouac. Là, c'est parce que t'es peut-être tombé sur une zone dans laquelle il y avait beaucoup de monde,
Mais tu as des zones Mais de bivouac et tu peux en oui, avoir même sur les. En fait, tu as des zones, justement, si tu es par exemple sur un chemin de grande randonnée, donc si tu es sur un ouais, GR, c'est vrai. tu as des zones de bivouac, donc Ouais, tu c'est vas. Tu peut-être vas... que nous, on n'en a pas choisi particulièrement. C'est vrai que nous, on a surtout fait des bivouacs dans des zones un peu plus Ouais, un sauvages. peu reculé. Ouais, tout à fait. Parce que c'est vrai Mais, que nous, on va assez rarement en fait sur des chemins de grande randonnée. On est mhm, plus souvent sur des zones un peu, voire même presque hors sentier par moment. Donc c'est sûr que nous, ça nous arrive peut-être un peu moins. mhm. Et du coup, pour le refuge, bah, comme tu l'as dit, il y a les rencontres forcément qu'on fait avec tous les autres dormeurs. Je sais pas Mhm. comment on peut les appeler. Mais ouais, c'est très convivial. C'est l'ambiance du refuge de montagne qui est super chouette aussi, je trouve. Ouais. Ouais. Ben, on a vaguement parlé du prix du refuge, mais si on devait comparer le prix qu'on met dans un refuge Mhm. et l'investissement qu'on peut faire quand on doit acheter le matériel pour faire du bivouac, euh, bah, qu'est-ce que ça vaut concrètement l'un et l'autre Alors, d'une façon très très basique, on va dire voilà, si vous prenez vraiment un refuge classique sur un chemin de randonnée quelconque, votre nuit va vous coûter entre 25 et 30 euros. Et à peu près, hein, il peut y avoir des plus, des moins, etc. Mais voilà, on va dire que la norme va se trouver là. Et comment dire, votre hébergement, la nourriture que vous allez consommer si vous prenez une demi-pension, ça va vous coûter pour le repas du soir et pour le petit déjeuner, de nouveau entre 25 et 30 euros. Ce qui veut dire qu'une nuit en refuge en demi-pension va vous coûter entre 50 et 60 euros en moyenne. Mhm. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. Il y a des refuges un peu plus chers, il y a des refuges qui sont moins chers que ça Ouais. va vraiment dépendre. En France aussi. Et puis c'est en France, Ouais. effectivement, tout à fait. J'ai pas beaucoup de recul sur les moyennes des refuges italiens. J'ai dû en faire deux, donc Ouais. voilà, je saurais pas dire si En c'est tout vrai. cas, je sais que la Suisse, c'est vraiment plus cher. La Suisse, c'est beaucoup plus cher, mais parce que le niveau de vie n'est pas le même, hein, donc c'est Ouais. particulier. Ouais, ouais. Et donc, voilà, ça, c'est la base, on va dire. Si vous avez une licence d'un club alpin, votre nuit, et que vous allez dans un refuge du club alpin, déjà, votre nuit, la nuitée va être divisée par deux. Donc, vous allez gagner 25% globalement sur le prix général. Mhm. Voilà. Donc, voilà, ça vous donne une petite idée du prix. Ça, c'est ce que vous coûte la nuitée. Donc, c'est pas rien. C'est pas beaucoup moins cher qu'un hôtel en définitive, hein. Ouais. Par contre, bah voilà, vous avez Mais tu l'expérience manges refuge, dedans hein, quand même. vous mangez bien, Mm. voilà, vous avez votre repas qui est prévu, voilà, donc ça c'est assez cool. Vous êtes bien accueillis en général quand même, voilà. euh, il y a plein de raisons pour lesquelles c'est vraiment chouette. Et puis encore une fois, vous faites vivre un petit peu les gens de la montagne. Mhm. Et ça, pour moi, c'est assez important. Encore une fois, c'est pour ça que c'est cool de filer un petit billet au gardien en lui achetant un petit peu s'il produit des trucs. Ben voilà, il y a notamment voilà, il y a des refuges où le gardien de refuge, par exemple, c'est un agriculteur, c'est un éleveur qui fait ses fromages, ça arrive. Donc, bah, franchement, vous lui prenez un bout de fromage pour le lendemain sur votre casse-croûte, c'est super cool pour tout le monde, quoi. Et puis vous allez en général passer un bon moment. Donc voilà, ça c'est un exemple. Si maintenant on prend le bivouac en lui-même, bon alors, un duvet, un sac de couchage, on va dire que la moyenne pour vous déplacer en été, c'est de prendre un sac de couchage à peu près 0 degré. Euh, Allez, mettons que vous le preniez en synthétique, pas de duvet parce que sinon c'est beaucoup plus cher. En synthétique, le sac de couchage 0 degré va vous coûter, les moins chers vont vous coûter entre 60 et 80 euros. Et puis ça peut monter à 200, 300, voilà. Ouais, ouais. Vous rajoutez à ça un matelas de sol. Les moins chers, pareil, vont être aux alentours de 50 euros. Mhm. Euh, pour les matelas très transportables, genre les matelas gonflables, etc. Sinon, bah, ça peut monter très vite. Alors oui, il y a aussi les matelas mousse, mais ça prend beaucoup d'espace, beaucoup de place sur le sac. Je trouve que c'est pas hyper confort en plus. Enfin voilà, il y a plein de choses, plein de raisons pour lesquelles moi je suis pas hyper fan de ça. Ouais. Euh, Sauf dans quelques cas très précis, vous faites un bivouac en extérieur total en Alpi sur une barre rocheuse, voilà, là vous n'avez pas le choix. Mais en dehors de ces cas-là, la plupart du temps, on va essayer de privilégier des matelas un peu plus confort et surtout avec une air value, c'est-à-dire en fait comment dire, une isolation thermique qui va être suffisante pour que vous ne soyez pas en train de vous cailler au sol. Bon, donc ça, voilà, comme je vous dis, vous rajoutez au minimum 50 balles. Là vraiment, je tire les prix au plus bas. Et puis votre tente pour un bivouac, on va dire une tente de bivouac qui vous permet de l'emmener dans un sac, de ne pas prendre trop d'espace, pareil, au plus bas, il va falloir compter 200 euros à peu près. Donc, si je résume tout, 200 euros de tente. Au plus bas, on va dire, allez, 60, 65,
on va arrondir à 70 € pour le sac de couchage. Vous en avez pour 50 balles pour avoir le matelas. Donc vous êtes déjà à 320 balles à peu près. Mmh. Euh, Et vous je trouve rajoutez que votre réchaud. ouais, c'est ça. Bon, il y a toujours moyen de faire autrement, si on a des bocaux, des petits trucs, de la nourriture qui est déjà prête ou autre, mais c'est vrai que c'est quand même plus sympa de se Bah faire ouais, à de pouvoir manger manger chaud, chaud, ouais, ouais. clairement. Mais oui, bon, Et bon, mais en oui, gros, il y voilà, a plein on de va dire choses que à compter en si plus. on prend tout ça, voilà, sur ce type de bivouac-là, on va dire qu'aux alentours de 350 Mmh. jusqu'à 400 € si vous comptez les repas que vous emmenez, c'est à peu près ce que va vous coûter votre investissement. Voilà, si vous ne faites qu'un seul bivouac avec votre matériel que vous aurez Ouais, ouais, acheté. ouais. Maintenant, bah forcément, vous faites 10 bivouacs dans l'année, Ouais, bah vous divisez d'autant le prix. c'est ça. Donc 400 deviennent 40 par bivouac. Ouais. Et si vous faites ça 3 ans de suite, bah pareil, vous divisez d'autant. Euh, donc pour le prix de la nuit, au bout de quelques années, vous allez rentabiliser l'achat de votre tente. Mmh. Maintenant, ce sera pas la même expérience. Vous C'est serez quand ça. même obligé d'acheter votre bouffe, malgré tout, parce que ça, a priori, ça, voilà, c'est pas à usage unique. Enfin, c'est à usage unique et c'est pas, voilà. Enfin, bref, vous allez en avoir besoin à chaque fois, donc ça va vous coûter de l'argent à chaque fois. Euh, En définitive, le bivouac, c'est un investissement qui peut être très rentable sur le long terme si vous aimez ça. Maintenant, c'est pas du tout la même ambiance. Et donc, il faut savoir combien on en fait dans l'année. Encore une fois, le bivouac, ça vous amène une liberté, mais surtout une responsabilité qui n'est pas la même. Euh, donc, c'est pas la même expérience. Moi, j'aime bien dire que déjà, l'un n'empêche pas l'autre. J'aime beaucoup les bivouacs. Voilà, c'est vraiment un truc, moi j'aime beaucoup planter la tente, aller dans des endroits un peu particuliers, tout ça, j'adore ça. J'aime beaucoup voilà, prendre mon hamac. Alors là, pour le coup, le hamac, c'est beaucoup moins cher, hein. Mmh. Vous allez avoir un hamac à 50 balles, donc là, pour le coup, vous allez mettre dedans votre duvet quasiment directement. Vous pouvez. Alors, il y a des matelas maintenant qui s'adaptent super bien pour éviter d'avoir l'air qui passe par en dessous et qui vous caille la nuit. Ça, c'est cool. Mais après, de toute façon, un hamac, c'est pas fait pour s'utiliser en hiver, donc voilà. Mmh. Et donc voilà, bon bref, ça reviendra moins cher. Mais dans l'absolu, en fait, c'est une question d'utilisation de la montagne. Qu'est-ce que vous voulez faire en fait? Est-ce que vous C'est ça. C'est selon vos privilégiez... Voilà, besoins, hein, ce que vous avez exactement. quels sont vos projets? Voilà. Et Ouais. puis après, alors autant la location de matériel sur les tentes, je sais pas trop. Voilà. Autant vous pouvez tout à fait acheter votre matériel d'occasion Ouais, et réduire d'autant les coûts. Là, c'est vrai que je vous ai donné des prix neufs. Vous pouvez tout à fait trouver des carrément. trucs un peu moins chers en prenant des trucs d'occasion. Ça se fait très bien. Alors, il y a des choses sur lesquelles il faudrait être vigilant. Mais par exemple, une tente, a priori, vous prenez pas un immense risque. Ouais, ouais. Voilà. C'est un truc... Mais après, c'est vrai que, bah, les prix peuvent assez exploser selon, la technicité des trucs et bah oui, le la la compacti compacité. la compacité de des produits, quoi. Ah bah oui, c'est sûr. Plus Donc vous avez une tente qui va être légère et prendre peu d'espace dans votre sac, plus elle va coûter cher. Voilà, c'est sûr. ouais, Donc, moi, je disais, voilà, les premiers prix, vous allez trouver ça chez Decathlon. Pour les tentes de bivouac, hein. Ne prenez pas une tente de seconde, vous n'arriverez jamais à la porter. Voilà, c'est ça. c'est pas fait pour. Mais une tente de bivouac, voilà, je vous dis aux alentours de 200 €, vous en trouvez une. Les petites tentes MSR là, qui sont magnifiques, qui sont super bien, faciles à monter, qui sont hyper légères, que vous sentez pas dans le sac, voilà. Et ben vous allez mettre tout de suite 500, 600 € dedans. La différence en termes de poids entre les deux, c'est dans les 3 à 400 grammes. Voilà. Posez-vous la question. Est-ce que vous êtes à 3 ou 400 grammes près? Il n'y a pas de Mmh. mauvaise réponse. Il y en a qui vont être à 3 ou 400 grammes près. Il y en a qui vont pas l'être. OK. Voilà. Et ben, est-ce que, il y a une anecdote que tu as envie de nous partager, heu, genre la nuit la plus marquante que tu as vécue, Ah, que ce soit en bivouac ou en refuge d'ailleurs? et ben, alors, en nuit en refuge, une particulièrement marquante, je suis pas sûr d'en avoir. J'ai à chaque fois des expériences assez cool en refuge, moi. Donc, il y a des refuges que j'aime moins que d'autres. Ouais, Mais il y a des refuges, ouais, la plupart du temps, j'ai eu de la chance en refuge, en fait. Euh, Ouais, j'ai pas bah, forcément plus en sur les nuits, bivouac, hein? voilà. Mais en bivouac, ouais, en bivouac, j'ai toujours effectivement, cette nuit, du coup, en allant à Plan-Glacier, avec les bouquetins, c'était pas mal. La nuit sur la Tournette, c'était assez chouette, encore une fois. Donc, encore une fois, dormir avec le chien, sous tente, à un endroit qui était un peu particulier, tout ça, c'était assez rigolo.
Et puis, je crois que la nuit la plus marquante, ça reste quand même une nuit en hamac, où j'étais tombé en plein pendant le brame du cerf. Et là, ouais, là, c'est un peu... Bah, surtout quand on n'est pas au courant. Moi, j'étais parti comme un débile, je savais pas que c'était la période du brame du cerf. Et donc, je me suis couché. Et là, toute la nuit, des bruits qu'on peut imaginer, hein. Si jamais vous ne connaissez pas le brame du cerf, je vous invite à aller sur YouTube, vous tapez brame du cerf, vous allez forcément entendre des bruits. Vous allez comprendre. Du coup, ça peut être assez stressant quand Ouais. vous n'êtes pas au courant que c'est ça, quoi. Et puis t'étais seul, donc Ouais, j'étais en bivouac assez tout seul, ouais. marquant. Ouais. Bah, j'étais seul, j'ai été réveillé le lendemain par des mecs qui randonnaient sur le même chemin et qui gueulaient. Je crois qu'ils étaient en train de se disputer et du coup, ça m'a réveillé. Mais ceci dit, ils m'ont réveillé à 8h30, comme quoi, ce que je disais, Ouais, mon t'avais hamac, je peux dormi dormir comme un mieux, ouais. bébé. Ah ouais. Ouais, j'avais eu du mal à m'endormir à cause de ça, mais une fois endormi, j'ai fait une nuit complète. Bon, eh ben, trop bien. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie d'ajouter, dont on n'aurait pas parlé? Essayez les deux en vrai. Moi, je conseille vraiment d'essayer les deux. Peut-être dans un premier temps, si vous préparez bien vos sorties, allez dans des refuges parce que c'est cool. Encore une fois, vous allez faire vivre des gens de la montagne, donc c'est chouette. Vous allez découvrir plein de trucs. Vous allez surtout avoir l'occasion de rencontrer des gens qui connaissent extrêmement bien la montagne, beaucoup mieux que nous encore, qui Mmh. vont savoir vous donner des tips que nous, on n'aura même pas idée de vous filer, quoi. C'est vraiment des trucs. Voilà. Et puis, à côté de ça, essayez un peu le bivouac. Donnez une chance à ce moyen-là. Alors attention, le bivouac, on n'est pas obligé de commencer en allant tout de suite faire une randonnée énorme, hein. Déjà, plantez une tente dans votre jardin. Commencez par ça. Si vous n'avez pas de jardin, plantez une tente dans les bois pas loin de chez vous. Ouais, ouais. Essayez déjà de voir ce que ça donne. Et puis ensuite Allez-y essayez de le placer. Ouais, allez-y sur progressivement. Ouais. des petits parcours, ouais. Et ouais, moi, le conseil que je donne, c'est de ne pas se donner tout de suite des gros objectifs. Partez du principe que vos premiers bivouacs, il va falloir que vous apprivoisiez un petit peu votre façon de vivre un peu dans la nature. Et donc, si vous allez très loin de chez vous, ça vous engage. Exemple, mon premier bivouac se passe mal, mais j'ai fait une rando de, je sais pas moi, 20 km et 1000 mètres de dénivelé pour y arriver. Ça veut dire que pour rentrer chez moi, je vais devoir refaire 1000 mètres de dénivelé et 20 km. Mmh. Quand ça vous arrive en pleine nuit, parce que il peut se passer plein de trucs, ça va pas, on y pense un peu quand même. Ouais, ouais, faut mettre un peu aguerri avant de faire des Ouais, gros faites trucs vos comme premiers ça. bivouacs pas trop loin de chez vous. Ouais, je suis d'accord. OK, eh ben, je pense qu'on a bien fait le tour, de ce sujet. Peut-être qu'on y reviendra, Ah ouais, dans c'est un autre inépuisable ça. épisode et puis, je pense que ça peut être une super idée d'accueillir un jour un gardien de refuge, pardon, ou des gens qui ont testé le bivouac et qui ont envie de nous partager leur expérience. En tout cas, si vous avez envie, de venir nous parler de ça, n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram. Vous avez tout dans la description de l'épisode. Et puis, ben, on a hâte de vous retrouver dans 2 semaines et à bientôt! À bientôt. Ciao! Ciao.